Une stèle, pierre perdue dans les champs de Moselle. Une stèle témoigne d'un épisode oublié de l'histoire. Celui des prisonniers soviétiques, russes, ukrainiens, morts par milliers au camp du Mont-Saint-Jean. Son inauguration est un symbole après 70 ans de silence. Sur le lieu même du supplice, des fleurs, des saluts militaires, des signes de croix, pour ne plus jamais oublier ce qui fut pendant si longtemps caché à nos mémoires. Nous avons pris conscience d'être en présence d'un déni de l'histoire. Nous avons pris conscience que le sacrifice de milliers de personnes se retrouvait dans la fosse commune du temps. Partout, dans les bois de Moselle, des traces de béton. Anciens baraquements envahis par les arbres. Lavabo collectif enfoui sous la mousse. Mirador perdu dans la forêt. Maison des gardiens. Ces ruines témoignent de l'existence de camps. Qui étaient ces prisonniers? Qui étaient ces travailleurs forcés, les Ostarbeiter? Qui vivait ici? Qui s'en souvient? « 14 juin 1940. La première armée allemande perce la ligne Maginot et pénètre en Moselle. 22 ans après la défaite de la Première Guerre mondiale et l'humiliation du traité de Versailles, l'Allemagne nazie tient sa revanche. Einmarsch in Metz. Auch diese Stadt hat ihr deutsches Gesicht trotz aller Drangsalierungen durch die Franzosen treu bewahrt. Immer wieder grüßen unvergängliche Werke deutscher Gotik auf unsere Soldaten herab. Sitôt envahis, l'Alsace et la Moselle réintègrent le Reich. Joseph Bürkel, un hitlérien de la première heure, est nommé Gauleiter, chef de l'administration civile en Lorraine. Ses premières ordonnances imposent la germanisation de la Moselle. Dans le même temps, près de 100 000 Mosellans, trop français pour l'occupant, sont expulsés du département vers la France de l'intérieur. La mission de Joseph Bürkel, c'est de germaniser la Moselle et de la nazifier dans un délai maximum de 10 années, le plus vite possible. Tout d'abord, on va effacer, éliminer toute trace qui pourrait rappeler la présence française en Moselle. Donc bien sûr, on enlève tous les drapeaux nationaux, on renomme les rues avec des noms allemands, on renomme les communes, les noms et les prénoms des personnes sont germanisés. Désormais, la Moselle doit et sera, pour 1000 ans, selon les dirigeants du régime, sera à nouveau une terre allemande. Auf dem Wege nach Minsk. Die Sowjets haben stärkste Panzerverbände eingesetzt, um die deutschen Truppen aufzuhalten. Artillerie und Panzer kämpfen die Straße wieder frei. Le 22 juin 1941, l'Allemagne lance l'opération Barbarossa et attaque l'URSS, son ancien allié. La Wehrmacht enchaîne les succès et progresse rapidement vers l'Est. À chaque étape de la conquête, son lot de massacres. Hitler mène une croisade contre les Untermenschen, les sous-hommes slaves. Leur anéantissement doit permettre à l'Allemagne d'agrandir son espace vital et de mettre la main sur les riches terres agricoles d'Ukraine et de Russie. Les prisonniers de l'armée rouge sont affamés délibérément
quand ils ne sont pas sommairement exécutés. À Kiev, Minsk, Smolensk, 2 millions de prisonniers soviétiques vont mourir dans les 6 premiers mois du conflit. À l'hiver 1941, l'armée allemande patine devant Moscou. L'offensive est stoppée. À l'arrière, dans les usines, la main-d'œuvre manque cruellement pour soutenir l'effort de guerre. Avec ses mines de fer et de charbon, ses hauts fourneaux et sa sidérurgie, la Moselle est désormais un département stratégique. Par trains entiers, des milliers de prisonniers de guerre sont envoyés vers l'ouest pour travailler à l'arrière. Au milieu des populations civiles, c'est à l'intérieur du Reich qu'on fait venir ces gens, et c'est là que se trouve l'industrie nécessaire à la guerre. L'industrie sidérurgique, bien sûr, est fondamentale. On a besoin d'acier pour faire des armes. Et le charbon, bien sûr, qui produit de l'énergie qui est nécessaire pour que l'économie puisse tourner. Des soldats soviétiques, désormais prisonniers, mais aussi des civils, raflés par familles entières. Ces travailleurs forcés, les Ostarbeiter, travailleurs de l'Est, sont désormais au service du Reich. On rafle un peu tout et n'importe qui, notamment en Pologne. Alors on privilégie plutôt quand même des gens en capacité de travailler. Et puis, puisque ça ne suffit pas, on décide tout simplement de prendre toutes les personnes qui ne sont pas nécessaires, en tout cas, au fonctionnement de la vie quotidienne. Donc, notamment dans les territoires de l'URSS, on organise de gigantesques rafles. Et puis, on les regroupe dans un camp. Puis ensuite, on place femmes, hommes, enfants, vieillards de tous âges dans des trains en wagons à bestiaux qu'on achemine ensuite vers l'intérieur du Reich et vers les régions qui ont besoin de main-d'œuvre. Mines, la minoire, les sites industriels de la Moselle reçoivent leur contingent. Des hommes, des femmes de tous âges, et surtout des enfants, mis au travail dès l'âge de 13 ans. On a ces photos, comme ça, ces portraits. Alors, ils ont souvent des portraits où les gens sont très fatigués ou peu souriants parce qu'ils ont été quand même arrachés de leur village, déracinés. Et après plusieurs jours, plusieurs semaines de train, ils arrivent dans une région qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne parlent pas la langue. Et ils se retrouvent comme ça, photographiés comme du bétail, immatriculés, comme on marquerait au fer rouge des animaux, et puis ensuite affectés en fonction des besoins dans les différentes industries mosellanes. Une jeune fille, elle est née en 1928. Lorsqu'elle arrive en Moselle en 1943, elle a à peine 15 ans. Elle s'appelle Marta Mandrika. Elle vient de la région de Kiev. Et on sait qu'elle a été affectée en juillet 1942 en Sarre, tout d'abord, à Neunkirchen. Et puis ensuite, en avril 1943, elle est affectée à Metz. Puis ensuite, à partir du 21 juillet 1943, au Torpedo-Lager de Verny, au camp de fabrication, on fabrique des torpilles à Verny. Donc on a les différentes affectations et on permet de suivre cette jeune fille. Les Ostarbeiter, travailleurs forcés, sont destinés principalement à la sidérurgie. À Agondange, ils regardent les Allemands pavoiser dans la plus grande usine d'Europe. Leur usine, construite en 1912, lors de la première annexion. Les Ostarbeiter perçoivent en théorie 80 Reichsmark, un salaire cyniquement réduit à 5 Reichsmark après déduction du gîte et du couvert par l'entreprise. Le grand drame de ces populations-là, c'est qu'ils ont effectivement été transférés de force. On les a pris dans leur village et on les a emmenés chez nous, quoi. Souvent, c'était des gens qui venaient des campagnes, qui n'avaient pas l'habitude de travailler dans la sidérurgie, dans les mines.
le but, c'était pas de les tuer, il fallait les exploiter au maximum. Ça, c'était une phrase de Sokol, qui était donc le ministre qui a organisé toute cette utilisation de la manœuvre. Hein. Les utiliser au maximum avec le minimum de frais. Il y avait tout intérêt à ce qu'on les conserve en vie et en bonne santé. Comme les Juifs ou les Polonais, les Ostarbeiter portent un insigne qui les distingue dans la hiérarchie raciale nazie. Les conditions de vie sont dures et cependant, la vie s'organise. Les autorités allemandes tolèrent une vie sociale. On se marie et on fête Noël. On leur laisse bien sûr des moments de détente de temps en temps. Parce qu'un travailleur qui se détend, qui a quelques loisirs, est beaucoup plus productif. Par contre, l'autre versant, c'est qu'à la moindre erreur, à la moindre infraction un petit peu importante, ils savent que le coup de près tombera immédiatement. Que ça soit d'ailleurs un homme ou une femme, que ça soit une personne âgée de 75 ans ou d'un jeune gamin ukrainien de 15 ans. Donc on a ces deux versants-là. C'est vrai qu'on a ces photos. Quand on les voit de crèche, des photos de fêtes où on les voit poser, on se dit, finalement, ils ont une vie, ça a l'air plutôt simple. Ils n'ont pas l'air d'être moins bien traités que les autres. Non, ils ont des rations alimentaires. Mais par contre, vous paraissez un petit peu, vous ne faites pas le nombre de pièces qu'on vous a demandé de faire, vous ne saluez pas le responsable allemand qui passe dans l'usine, vous volez un petit élément, une miche de pain dans une cuisine, vous avez des contacts un peu trop proches avec la population, immédiatement la Gestapo s'empare de vous, et là, on vous envoie en camp, avec la plupart du temps, un nom, un prénom, presque même pas d'état civil, la personne n'existe pas, et ensuite vous disparaissez dans le système concentrationnel. Le commandement du Stalag 12F, installé à Forbach, gère les prisonniers de guerre. Les bureaux du travail répartissent les travailleurs forcés. Chaque site de production ouvre son camp. Ils seront bientôt 250 sur le territoire mosellan. On répartit les travailleurs forcés et prisonniers de guerre selon les besoins. Une dizaine pour les plus petites usines et jusqu'à 5000 pour les mines du bassin houillé. Les archives de ces camps ont disparu. Il faut reconstituer les plans pour comprendre leur organisation. Les archéologues arpentent les forêts à la recherche des fondations d'anciens bâtiments. Ce camp était installé dans les bois de Châtel-Saint-Germain, non loin de Metz. Alors ça fait 8 mètres, donc on est bien dans les dimensions habituelles des bâtiments du camp là, puisque généralement on est sur un module qui fait 8 mètres de large par 20 mètres de long. Donc on va vérifier la deuxième dimension, mais ça devrait être ça. Il y avait combien de personnes dans ces bâtiments ? On peut estimer approximativement au moins une centaine de personnes. C'est-à-dire comme sur le camp, il y a à peu près une quinzaine de bâtiments, au minimum 1500 personnes donc, dans le camp. Bâtiment après bâtiment, le plan du camp se redessine. Alors les Ostarbeiter ici travaillaient en fait dans les ateliers donc, qui étaient abrités dans les forts. Dans la région de Metz, un certain nombre d'ateliers qui fabriquent des pièces pour l'aviation sont transférés dans les forts. Donc il y a une myriade, il n'y a plus de grosses usines, il y a une myriade de petits ateliers dans tous les forts autour de Metz, notamment le fort Jeanne d'Arc, et ici on est tout près du fort Jeanne d'Arc, donc là où il travaillait certainement, et puis également le fort Drian. Sur place, on trouve encore des traces de la vie du camp. Tuyauterie en grès fabriquée en Allemagne, bassines, éclats de tasses en faïence, nous rappellent un passé proche. Alors c'est une gamelle d'un modèle, on en a déjà ramassé plusieurs sur le camp, visiblement avec cette magnifique couleur brune tout à fait d'époque. Qu'est-ce que ça nous apprend cet objet-là ? Alors ça a plutôt un côté émotionnel, il y a le côté nourriture, effectivement. Bon, la nourriture c'est toujours un gros problème pour les prisonniers de tout temps, mais pour les Ostarbeiter c'était un problème particulier puisque effectivement ils étaient maintenus au niveau minimum pour pouvoir travailler, donc la nourriture était de très mauvaise qualité, quasiment pas de viande, souvent qu'une soupe de légumes avec surtout beaucoup d'eau.
Donc voilà, c'est un côté très, je trouve très, très poignant de trouver ça sur le camp. Les prisonniers sont eux aussi répartis sur le territoire, en fonction des besoins. Un camp est installé près du village de Verny, une main-d'œuvre pour la ville de Metz. Alors les prisonniers du camp de Verny partaient dans tous les alentours et effectivement aussi à Metz, où on avait besoin d'eux, à la gare de Metz notamment, pour le travail ou pour du déchargement ou du déblaiement. Sur les voies de la gare de Metz, les prisonniers travaillent pour la Reichsbahn. Mais ils sont aussi employés dans les entreprises privées de la ville. Hôtels, brasseries industrielles et de nombreux garages qui utilisent cette main-d'œuvre corvéable et bon marché, sans état d'âme. Puisqu'il y a un manque de main-d'œuvre qui est assez important à Moselle, de par déjà les expulsions de 1940, près de 100 000 personnes. Il y a ensuite les vagues de transplantation à l'intérieur du Reich. On perd une main-d'œuvre extrêmement qualifiée, notamment dans les mines et dans la sidérurgie. Et puis, il y a les incorporations de force, qui fait perdre aussi 30 000 jeunes Mosellans qui vont partir. Donc il faut remplacer ces gens. Et il ne faut pas oublier qu'à partir de 1943, l'Allemagne est dans la guerre totale. Tout doit être mobilisé, toutes les énergies, tous les moyens, tous les bras disponibles doivent être tournés vers un seul objectif, faire tourner la machine de guerre allemande. Russes, Ukrainiens, Slovènes, Polonais ou Serbes, des dizaines de milliers de prisonniers de guerre prennent le chemin de la Moselle. En 1942, ils sont si nombreux que selon les archives françaises et russes, un Mosellan sur 7 serait d'origine slave. Les prisonniers de guerre voyagent en trains bestiaux, sans boire ni manger. 15 jours d'un interminable calvaire depuis le front de l'Est. Destination, le camp du Banc-Saint-Jean, à quelques kilomètres de la gare de Boulay, que les nazis ont rebaptisé Bolchen. À pied, les prisonniers entament alors une longue marche vers le Banc-Saint-Jean. Ils sont à bout de force et certains s'effondrent sur le chemin. D'autres sont morts pendant le transport. À l'ouverture des wagons à bestiaux à Boulay, très souvent on nous décrit des scènes de panique et des prisonniers qui essayent d'aller chercher un morceau de verdure entre les voies, qui ramassent tout ce qui est plus ou moins comestible pour essayer de calmer leur faim. Il y a même des scènes de cannibalisme qui ont été évoquées à l'ouverture des wagons. Le Banc-Saint-Jean est un camp de transit. Les prisonniers ne doivent y séjourner que quelques jours avant de repartir vers un autre camp, selon les ordres du commandement. Trop faibles, beaucoup sont incapables de travailler et restent sur place. Le Banc-Saint-Jean se transforme en mouroir. À l'hiver 41, le froid glacial et une épidémie de typhus vont faire des ravages. Il fait un petit moins 14, la barbe est presque figée. Alors imaginons-nous les milliers de prisonniers ici qui n'ont rien à faire, qui n'ont rien à manger, qui n'ont qu'une méchante capote sur le dos, de vagues chiffons autour des pieds et qui sont là pour guetter, ça et là, quelques petites nourritures, un pêcher par terre. Ils ont des petites pointes métalliques, paraît-il, où ils vont chercher des morceaux d'herbe ou de verre qui traînent par là, parce que c'était ça le mal numéro 1 ici, c'est la sous-alimentation. Donc non alimentés, exposés aux épidémies, ces braves prisonniers, ils finissaient par mourir par milliers. Les anciens historiens qui sont penchés un peu sur la question parlent tous ici du Banc-Saint-Jean comme étant le camp de la faim. Le camp de la faim, le terme revient en leitmotiv. Oh là 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 là, que des squelettes, que des squelettes. Ça, je vois toujours. Et ça, vous ne pouvez pas l'oublier. Vous ne pouvez pas l'oublier.
Ce dimanche-là, je ne peux pas l'oublier. Voilà. Il n'y avait pas un brin d'herbe dans le casernement à l'intérieur. Il avait tout mangé, tout. Il cherchait là les nourritures, il cherchait. Et il faisait comme. Il se tenait un à l'autre. Firmin Schmitt a 14 ans. L'été, il garde les vaches dans un pré voisin du Banc-Saint-Jean. Il regarde les Allemands creuser d'immenses fosses pour y déverser des corps par milliers. Alors tous les jours j'étais ici, j'ai vécu ça, ils ont fait des fosses là, disons de 10 mètres de long, 2-3 mètres de large ou 4 mètres, mais pas une comme les autres, vu qu'ils travaillent presque une centaine là, tellement il fallait faire vite, parce qu'il y avait tellement de morts. Alors il y avait, j'ai compté, quand il y avait beaucoup, il y avait 12 restes de la charrette, quand il y avait un peu moins, il y avait 9, 8, 9, disons une moyenne de 10 par charrette. Et là, ils ont fait la navette, tous les demi-heures, ils étaient là avec. Alors faites le compte, ce que vous pouvez avoir. Alors je me permets de dire aux gardes, comment ça se fait qu'il y a tellement de morts, ils ne reçoivent rien à manger, j'ai regardé, c'est des squelettes. Alors ils m'ont dit maintenant, ils ont le choléra, diphtérie, ils ont les maladies, toutes sortes de maladies, ils ont assez à manger. Oui, mais j'ai dit maintenant, je vais rassembler les vaches. Ils sont jusqu'au fil, je les vois là-bas, et qui font ça, ils font signe comme ça, ils n'ont rien à manger, ça veut dire quoi? Alors après un autre qui m'a dit, écoutez, jeune homme qui m'a dit, tout ce que tu vois là-bas, ils vont atterrir ici. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire, Alors j'ai compris, Untermenschen qui disait, das sind Untermenschen. Sous-hommes. À Boulay, l'hôpital recueille les prisonniers trop faibles à la sortie du train. Un autre mouroir. En face de l'hôpital, les Allemands détruisent le cimetière juif pour creuser une immense fosse commune. Tête bêche. 3600 corps y sont enterrés. Alexander et Lia arrivent de Russie. Ils ont retrouvé la trace de leur grand-oncle. Capturé en juillet 1941 à Ponevezis, son parcours de prisonnier s'arrête ici, en 1942. Даже страшно говорить такому молодому девушке, да? У него действительно с тобой похожи глаза. Я решил поискать его, и вот как удача. Je le cherchais et j'ai eu la chance de le trouver sur un site internet mis en ligne récemment par le gouvernement. Я наткнулся на его карту военнопленного. Там, конечно, было много. On pouvait lire son dossier écrit par les Allemands. Il y avait beaucoup d'informations à traduire, mais j'ai pu refaire son parcours petit à petit. Est-il mort à l'hôpital qui était juste en face et enterré ici? Où se trouve-t-il là-haut, sur la colline, au Banc-Saint-Jean? Le dossier ne le dit pas, mais sur Internet, ils disent que si c'est écrit nulle part, il est certainement mort au camp. Tout est possible, mais peu importe. Nous avons décidé d'aller partout, là où il peut être enterré. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de venir ici. Leur offrir une partie de nos âmes pour leur rendre hommage. Vous ne pouvez pas savoir combien c'est important pour nous. C'est vraiment très important. Au camp du Banc-Saint-Jean,
Les prisonniers de guerre qui peuvent encore marcher sont envoyés dans les fermes alentours. C'est interdit, mais les Allemands le savent bien. Les prisonniers seront nourris par les paysans du coin et vite remis sur pied. Très souvent, c'était très bien vécu par les deux parties, puisque les paysans, souvent, avaient leurs fils enrôlés en Moselle, ici dans l'armée allemande, donc il manquait souvent de bras forts dans les fermes, à droite et à gauche, et pour les prisonniers également, le fait d'aller travailler dans les fermes représentait une planche de salut, puisqu'une fois dans les fermes, ils étaient traités en êtres humains et surtout alimentés normalement. Alors les paysans avaient droit de venir chercher des prisonniers pour les travaux. Il fallait venir les chercher le matin en été à 7 heures et les rentrer le soir à 10 heures. C'était des bosseurs, ils travaillaient, il n'y avait pas à se plaindre, non. Mais au départ, on ne pouvait rien faire, ils étaient tellement amaigris, ils n'avaient pas de force, ils n'avaient rien. Nourris à la ferme, les prisonniers échappent à la famine et se refont une santé. Le soir, ils rapportent une miche de pain pour ceux restés au banc Saint-Jean. Pour remercier les paysans, les prisonniers soviétiques confectionnent des cadeaux avec les moyens du bord. Petits objets religieux, douilles d'obus ciselés. Ces créations sont leur dernier espace de liberté. Dans les villages autour du camp, les familles conservent ces objets, religieusement. C'était pour moi quand j'étais jeune. C'est un cadeau pour vous? Pour un cadeau de Noël. On leur donnait du pain. Alors, il m'a dit un jour, vous n'avez pas une photo? Puis on n'avait pas de photo dans ce temps-là. Alors j'avais la photo de la carte d'identité, je leur ai donné, et quelques jours après, ils m'ont ramené la photo. Puis je l'ai fait agrandir. Pourquoi ont-ils fait ça? On va pas ils n'ont pas fait un marchandage pour avoir de la monnaie ou quoi que ce soit. Non, ils l'ont fait du fait qu'ils avaient faim, ils étaient malades, ils avaient besoin de choses. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une tabatière. Mon père s'en est servi pendant des années, puis maintenant il y a le fond qui manque. Moi je me rappelle, à midi, ma mère est rentrée plus tôt. Elle a fait pour préparer le manger. Et quand c'était l'heure de rentrer, ils sont rentrés avec nous. Et comme il faisait encore beau, on avait installé, ma mère avait installé une table à l'extérieur. Il faisait beau dans la cour. Et ils sont mis à table et on avait servi à manger. Ma mère avait fait, c'était simple, mais pour eux, c'était un repas de fête. Des pommes de terre rôties, de la salade et de la saucisse à cuire. Et à la fin du repas, avant de partir, alors là, ils s'inclinaient devant ma mère. Spasiba, spasiba, spasiba. En russe, ça veut dire merci, quoi. Alors, ils me joignaient les mains, j'ai cru qu'ils allaient embrasser les pieds de ma mère. Tellement ils étaient contents. Il y avait une solidarité, mais elle était masquée, du fait que ceux qui aidaient officiellement, ils avaient des problèmes graves. On en a eu un ici dans le village. Il y avait 2 personnes qui ont été internées pendant 3 mois au Fort Queuleux. Du fait qu'ils ont aidé des prisonniers, ils leur ont donné à manger. C'était strictement interdit. C'était une forme de résistance, alors? Je ne dirais pas une résistance contre l'occupant, mais une forme d'humanité. À Boulay, il y avait un boulanger, il mettait du pain au rebord d'une fenêtre. Et un jour, ils sont venus, ils l'ont pris, et il n'est plus jamais revenu. Ils l'ont averti, réaverti, et il a quand même continué, et puis il est parti dans les abîmes du système.
Dans les premiers mois de l'occupation, les Mosellans qui ne respectent pas les interdits sont simplement réprimandés. La population met de la mauvaise volonté et tarde à se rallier au Reich. La germanisation de Burkel ne va pas assez vite. En 1943, les autorités allemandes durcissent la répression. La Gestapo emprisonne les habitants qui fraternisent. Les Mosellans arrêtés sont emmenés au grand séminaire de Metz, camouflés et transformés en préfecture de police. Une trentaine ne reviendront jamais. Donc on peut être interné ici pour avoir donné une cigarette, pour avoir lancé une miche de pain, donné une paire de sabots, même avoir tenu quelques propos avec des prisonniers, ou leur avoir offert, par exemple, dans des cafés où des prisonniers se trouvaient, leur avoir proposé une consommation. Les nazis ont une législation extrêmement dure concernant les relations entre la population civile mosellane, donc des Allemands, et les Slaves, les sous-hommes. Il ne doit pas y avoir de mélange racial entre ces deux populations. Et donc, il ne doit y avoir aucun contact, ou en tout cas les contacts les plus réduits possibles. Et les Mosellans sont prévenus qu'ils ne doivent pas, sous aucun prétexte, sauf s'ils travaillent avec eux, avoir une relation, une discussion ou des propos avec ces populations de l'Est. Les Mosellans ne doivent avoir aucun contact avec les Soviétiques, et surtout aucune relation sexuelle pour ne pas mélanger les sangs. Il y a ce qu'on appelle le Blut- und Rassenschandung, c'est-à-dire le souillure de la race et du sang. Et il y a un code extrêmement précis qui prévoit que le prisonnier ou le travailleur civil slave soit pendu. Après une demande de Berlin, il est pendu, la plupart du temps devant ses propres camarades qui doivent défiler devant le corps accroché à la potence. Et le Mosellan, ou l'Allemand, doit être transféré dans un camp de concentration. Certains vont pourtant enfreindre la loi et nouer des relations amoureuses. Et là, j'ai pris mon mari en photo devant la grotte de Kuhn. J'ai fait ma vie, j'ai eu 5 enfants. Et aujourd'hui, ils sont grands, ils sont un peu éparpillés en Angleterre, en Allemagne, ici en France. C'est lui? C'est lui. À Dantin, les prisonniers serbes habitent au village et bénéficient de meilleures conditions de détention que les Russes ou les Ukrainiens. Ils côtoient chaque jour les habitants. Je suis allée au travail à Boulay, en bicyclette. Et puis, en passant à Dantin, il y avait 7, 8, peut-être 10 Yougoslaves qui venaient donc du foyer où ils dormaient. Et puis, on se regardait, on était à 3 filles tous les matins. Et puis, après, quand on était passé, j'ai dit à l'une, t'as vu, ce mec-là, il est bien, c'est un beau gars. Oh ben oui, toi, tu lui as déjà tapé dans l'œil parce qu'il t'a regardé. Jusqu'au jour où le soir, tout d'un coup, il y a un cheval qui arrive au galop. Je regarde, qu'est-ce que c'est que ça? Et quelqu'un descend du cheval, il vient chez moi, il m'embrasse, il remonte sur le cheval et il s'en va. Mais ça, c'est le type yougoslave qu'on voyait tous les matins et qui m'a frappé à l'œil, quoi. Sur le coup, il m'a plu, mais c'est tout. On ne m'attendait pas à plus, quoi. Je ne pensais pas qu'un jour je vivrais avec lui. Pas du tout.
Remis sur pied, les prisonniers de guerre sont envoyés dans les mines, à Kreutzwald, Fremin et Merlebach. Au front de taille, les conditions sont dures pour piocher le charbon. Les rendements imposés pour soutenir l'effort de guerre sont inhumains. Certains, épuisés par ces cadences infernales, mourront d'épuisement. Surtout quand on était jeunes, moi j'avais 14 ans. Quand moi je les ai vus arriver, j'avais 9 ans, et quand ils sont partis, j'avais 11 ans. Les prisonniers sont aussi utilisés dans les mines de fer, comme à Neufchef, dont les galeries sont aujourd'hui devenues un musée. Et voilà. Magnifique. Ça, c'est la lampe mythique des mineurs. On l'appelait d'ailleurs la lampe étoile. Hein? Et ça, c'était encore utilisé pendant toute la guerre. Hein? Ah oui, même après. Les anciens mineurs se souviennent de ces heures difficiles. Nous, quand tout gamin, je me rappelle encore, n'habitait pas loin du camp où il y avait les Russes. Il les faisait lever à 4 heures du matin. Il commençait à faire du sport, pieds nus, courir dehors, et on entendait gueuler, crier. Au début, on ne savait pas ce que c'était. Les sentinelles ont été remplacées par des soldats allemands blessés sur le front russe. Alors, je ne vous dis pas ce qu'ils en ont bavé. Ils en ont pris des coups de... Ils se vengeaient là-dessus. De crosse et tout. Chaque Russe, il devait charger 9 wagons de cette taille-là, contenant 1,5 tonne pendant 9 heures de travail. Et si au bout de 9 heures de travail, ils n'avaient pas fait leur wagon, ils restaient au fond tant qu'ils n'avaient pas fait leur tonnage. Souvent, des mineurs leur amenaient un casse-croûte, une chance. Et ils étaient heureux. Et ils mangeaient ça en cachette et hors de la vue des soldats. Tous les Mosellans ne feront pas ces gestes d'humanité, ces signes de fraternité. Certains endossent l'uniforme nazi et seront gardiens de camp. Une partie des Mosellans, ce qu'on appelle la police des usines, la Wehrschutz, c'est à peu près 2500 hommes pour toute la Moselle. C'était une police qui surveillait que les ouvriers, qu'ils soient Mosellans mais d'autres nationalités, travaillent et fassent leur travail. Et on recrutait en partie cette Wehrschutz parmi des ouvriers de l'usine ou des SA, c'est-à-dire une des organisations nazies, pour surveiller, contrôler, vérifier qu'ils ont leurs papiers, qu'ils sont bien présents. Et effectivement, parmi eux, se sont trouvés des Mosellans qui ont, pour un certain nombre d'entre eux, commis des brimades, des sévices, des brutalités, ont abusé du pouvoir qu'on leur donnait sur ces populations. Mais à l'inverse, bien sûr, certains gardiens, certains surveillants se sont comportés de manière humaine, ont facilité les conditions de travail, ont fermé les yeux sur des actes de négligence ou peut-être de sabotage et ont aidé à leur manière ces travailleurs à avoir de meilleures conditions de vie. Pendant les derniers mois de la guerre, la défaite est annoncée. La tension des gardiens se relâche. Des dizaines de prisonniers de guerre s'enfuient dans les bois de Moselle-Est et survivent comme ils peuvent, en mangeant des baies sauvages. La Gestapo organise des commandos et part à la chasse à l'homme. Il est impossible de savoir combien ont été arrêtés ou tués, puisque certains sont tués, exécutés sommairement et enterrés dans un trou et puis recouverts, on ne les retrouvera jamais. Mais on sait qu'il y a eu sûrement plusieurs dizaines de prisonniers ou de hostes qui ont été soit exécutés sur place, soit capturés, amenés à Wappy ou au camp de la Neue-Brème, près de Sarrebruck, et puis là, qui ont subi, par exemple, des pendaisons expéditives ou des exécutions. Véronique Karl a 5 ans. Tous les jours, elle accompagne son grand-père pour aller nourrir 2 fugitifs ukrainiens dans la forêt. 70 ans après, elle retrouve l'un d'eux, Jean Somek, âgé aujourd'hui de 85 ans. Depuis la guerre, il vivait à 15 km de chez elle. Elle ne le savait pas. C'était grâce à eux, ils me le suis encore là, parce qu'ils n'avaient rien, il y avait de tout.
Et puis maman. Oui, maman a cuisiné. Oui, là. Oui. J'ai sauvé ma vie. J'ai sauvé ma vie, là. Ben, il faut faire attention, là, j'ai risqué, vraiment risqué. Et s'il vous avait attrapé à l'allemand, là, il ne pardonne pas, là, il descendait comme la peur. Le soir, mon grand-père venait chercher la marmite chez ma maman, qui cuisinait. Il traversait la route et traversait sa maison. Derrière, par le jardin, on avait accès à l'endroit où ils étaient cachés. Et il me prenait avec, on va ramasser des pommes. Et moi, j'étais avec quand on mettait la gamelle dans le trou. Oui. On déversait notre gamelle dans la leur. Oui. Et il y avait un petit bocal en verre où on mettait de l'eau potable dedans. Pour qu'ils aient de l'eau potable, au moins à boire. Ils étaient comment? Sales, pas rasés, et des longs manteaux. Et ils parlaient avec des gestes parce qu'on ne les comprenait pas. Ben oui, c'est ça en plus. Oui. Ils disaient quoi? Vous aviez l'impression de vivre comme un animal? Encore pire. Mais encore pire, hein. C'était une période très difficile pour vous, j'imagine. On ne peut pas raconter ça. Non. C'était incroyable. Incroyable. Vient le temps de la libération. À l'automne 1944, les Alliés progressent vers l'Est et la Moselle. L'armée du général Patton s'oppose violemment à la première armée allemande. Metz sera libérée le 22 novembre. L'armée allemande, qui paradait 4 ans auparavant dans la rue Serpenoise, défile désormais, les mains sur la tête. Metz et la Moselle retombent à la France. Sur les façades, les drapeaux alliés remplacent les croix gammées. Là où l'on organisait autrefois des autodafés de livres français, on brûle, pour l'image, les symboles nazis. Les Alliés libèrent le camp du Banc-Saint-Jean et découvrent 2500 prisonniers, laissés là épuisés, quand ils ne sont pas grabataires et intransportables. Les prisonniers et les travailleurs forcés seront bientôt renvoyés vers l'URSS, mais au pays de Staline, ils ne sont pas les bienvenus. Une fois arrivés en Union soviétique, les autorités staliniennes les considèrent comme des traîtres, puisqu'ils se sont trouvés à travailler pour l'occupant nazi, même s'ils ont été raflés et que ce sont des travailleurs forcés. Donc un certain nombre d'entre eux vont subir, après plusieurs années de séjours difficiles en Allemagne, vont subir parfois des séjours de rééducation en goulag. Certains vont même être arrêtés, voire exécutés, parce que Staline avait considéré que tout citoyen de l'Union soviétique tombant dans les mains de l'ennemi était potentiellement un traître. À l'automne 1945, les Alliés ouvrent les fosses communes du Banc-Saint-Jean. Les anciens bourreaux, désormais prisonniers de guerre, sont chargés de cette pénible besogne. Les premiers coups de pelle confirment l'existence d'un immense charnier. Lorsqu'on a fait les premières exhumations, on a donc dénombré exactement 204 fosses communes. On a fait des sondages par fosse, le nombre de victimes oscillait entre 80 et 120. Donc ça signifie que le Banc-Saint-Jean, il faut bien que tout le monde le sache, que le Banc-Saint-Jean est le mouroir nazi le plus important de France. Robert Ferry a gardé les articles de son père, René, journaliste à l'Est républicain. René Ferry couvre les premières fouilles et découvre l'étendue des victimes. Dans la fosse isolée à quelques 20 mètres du charnier, on a relevé le corps
entièrement méconnaissable, mais encore revêtu de son uniforme d'un militaire allemand, portant à la nuque la trace de la balle l'ayant immolé, et porteur encore de l'Eisener Kreuz. Le soir, René Ferry revient à la maison, bouleversé. On découvrait l'horreur, et c'est quelque chose qui restait dans ma mémoire. Combien sont-ils là, sous la terre? Personne ne s'en inquiète. Au fil des ans, le banc Saint-Jean et son charnier sombrent dans l'oubli. Seule la communauté orthodoxe ukrainienne vient prier chaque année. En 1980, la France autorise l'URSS à déterrer ses morts. 2879 corps rejoindront la nécropole soviétique de Noyer-Saint-Martin dans l'Oise. Mais on est loin du compte. Le périmètre officiel qui délimite le charnier ne correspond pas à la réalité. Certains historiens avancent le chiffre de 22 000 victimes. C'était à peu près ça jusque-là. Descendre aussi là. Là, il faudrait creuser. Bon. Ils m'ont dit, nous, on a fait notre travail et c'est tout. Voilà. Pour nous, c'est terminé. Mais j'ai dit, ah non, oh, là, il faut aller plus loin, il faut continuer. Non, 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 non. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Moi, j'ai rien à dire, je suis seulement venu voir. Hein. Ouais. Tous les témoins de l'époque précisent bien que ces travaux ont été faits, je dirais pas à la va-vite, mais d'une manière non exhaustive. On a travaillé dans une certaine urgence à l'époque. Et un beau jour, on a décrété que c'était terminé, qu'il n'y en avait plus. Et c'est là que les témoins de l'époque sont tous d'accord pour dire que ce n'est pas vrai. Et que des corps, certainement, restent encore sur place après ces exhumations. Chaque année, dans les champs voisins du banc Saint-Jean, des plaques de soldats soviétiques remontent à la surface. C'est un peu comme si disons, les tréfonds de la Terre ont nous poussé à la roue pour prouver quelque part que la présence de ces prisonniers est accréditée par la présence de ces plaques. Un crâne est découvert dans les bois du camp. Le charnier est bien là. Le fait de savoir qu'il y en a eu 10 000, 15 000, 20 000, on ne va pas se battre à coups d'os. Hein. L'essentiel, c'est de savoir qu'il y a eu quelque chose ici qui n'était pas anodin. Et l'essentiel, c'est de voir aujourd'hui que la mémoire de ces gens-là, elle est sauvegardée et elle est de nouveau mise en honneur. Ce jour-là, ils sont tous venus, sur le site même du supplice. Véronique, Jean, Marie et Elsa, qui refait 70 ans après le geste du don du pain. Vera et Oksana sont venus de Russie rendre hommage à leur grand-oncle disparu. Son âme errait entre le ciel et la terre. Aujourd'hui, elle a retrouvé la paix. Maintenant, je suis presque sûre qu'il est au ciel. Il était très beau. C'était l'aîné de la famille, le seul fils au milieu de 4 filles. Ce fils unique est mort, puis ses parents ont disparu sans jamais rien connaître de son destin. Ses sœurs aussi n'ont jamais su ce qu'il était devenu. La dernière, qui est encore en vie, a 81 ans, mais elle n'a pas pu se déplacer. Vous voyez, je sens la mort ici.
Lia et Alexander attendaient ce jour depuis longtemps. Ils espèrent avoir trouvé enfin la paix. Quand nous avons déposé les fleurs, mis du pain et de la vodka comme l'exige la tradition russe, nous nous sommes sentis soulagés. Ce matin, Lia a pleuré et des larmes ont coulé. Mais maintenant, on se sent mieux et on souhaite remercier tous ceux qui ont dressé cette stèle et qui n'ont pas oublié nos proches. Je sens la présence de cet homme, ce tout jeune homme, enfoui dans cette terre. Il nous invite à venir nous incliner ici. J'ai du mal à trouver les mots. Je veux dire, il faut honorer sa mémoire. On s'est dit que quelque part l'humanité n'avait pas le droit de traiter par l'oubli, par l'indifférence, par le mépris, cette question de l'histoire, et que finalement à partir du moment où on en savait un peu sur cette question, la conscience poussait à en savoir davantage pour afficher de plus en plus de vérité sur cette question.